Par ailleurs, c'est près de 2 années d'expérience dans le secteur de l'industrie et du commerce, fondamentalement en tant que conseiller technique aux accords et négociateur en chef du Bénin pour la zone de libre-échange continentale africaine. Le couronnement de nos travaux à ce niveau, ce fut la signature par le Bénin, le chef de l'État en l'occurrence, en juillet 2019 à Niamey, de l'accord portant création de la zone de libre-échange. Et comme vous l'avez si bien dit, actuellement, nous nous occupons des affaires juridiques à l'ANSSI. Cela nous permet de faire une présentation rapide de l'ANSSI. L'ANSSI qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette agence est créée par la loi portant code du numérique. Et cette création répond au plan d'action du gouvernement dans le secteur du numérique. Et en novembre 2018, le gouvernement en Conseil des ministres par décret a approuvé les statuts de l'agence, ce qui nous permet de passer aux missions de l'agence. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a pour mission de veiller à la sécurité des systèmes d'information et des réseaux sur l'ensemble du territoire de la République du Bénin, de mettre en œuvre, en liaison avec les autres parties prenantes, la stratégie nationale de la sécurité numérique, stratégie qui a été adoptée par le gouvernement en mai 2020. Les autres parties prenantes, nous pouvons citer entre autres le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, notamment l'OCRC, l'Office central de la répression de la cybercriminalité, qui sont des acteurs avec qui l'ANSSI a en partage des activités en matière de lutte contre la cybercriminalité. Nous pouvons parler du ministère du numérique et de la digitalisation comme partie prenante, de l'agence de l'autorité de protection des données à caractère personnel pour nous en tenir à ces parties prenantes. L'ANSSI assure également la protection des systèmes d'information et des infrastructures critiques d'organismes vitaux du pays. L'ANSSI contribue au renforcement du cadre juridique et réglementaire sectoriel, notamment pour ce qui est donc de la sécurité des systèmes d'information et de la sécurité des réseaux. L'ANSSI contribue à la promotion de la confiance numérique, assure la coordination nationale et la coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. Quelques publications de l'ANSSI qui sont disponibles en ligne sur donc, le site de l'ANSSI, qui s'affiche ansi.bj. Vous avez la stratégie nationale qui est disponible. Vous avez le guide des bonnes pratiques de sécurité du télétravailleur, surtout par ces temps de COVID-19, qui est disponible en ligne sur le site de l'ANSSI. Le livre blanc qui présente les règles d'hygiène de base pour une sécurité numérique personnelle. Cela dit, nous allons aborder pourquoi il s'est avéré nécessaire pour le Bénin de se doter d'une loi portant code du numérique. Pour rappel, le 7 novembre 2016, le gouvernement a approuvé la déclaration de politique sectorielle du secteur de l'économie numérique. La vision contenue dans cette déclaration, c'est de transformer le Bénin en la plateforme de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. Pour réaliser cette vision, quels sont les moyens d'action auxquels le gouvernement a pensé? C'est d'abord 6 réformes structurelles. Et au titre de ces réformes structurelles, il y a l'élaboration du code du numérique. Pour couvrir l'ensemble des aspects du secteur de l'économie numérique,
afin donc d'apporter une sécurité juridique forte aux entreprises béninoises, aux investisseurs et aux utilisateurs du numérique. Quel est l'état de la législation dans le secteur au moment où le gouvernement décidait qu'il faille aller à l'élaboration du code du numérique? Nous avions un secteur qui était caractérisé par des tests, je vais dire loi, décret, arrêté, qui étaient soit inexistantes, soit éparses. Pour ce qui concerne les tests qui existent de façon éparse, nous avions fondamentalement deux. La loi 2009-09 portant protection des données à caractère personnel et la loi 2014-14 du 14 juillet 2014 relative aux communications électroniques et à la poste. Il y a d'autres domaines d'activité du numérique qui n'étaient pas couverts ou qui étaient insuffisamment couverts. Lorsque nous prenons la question de cybercriminalité, il n'y avait pas une législation dédiée. Mais nous avions dans le temps la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. C'est dans cette loi que vous aviez quelques dispositions consacrées à la lutte contre la cybercriminalité, qui étaient néanmoins utilisées. Pour ce qui est des transactions électroniques, il n'y avait aucun encadrement juridique, ni décret, ni loi, ni arrêté. Les questions de cryptologie, pas de test. Commerce électronique, c'était pareil. Donc voilà l'état au moment où il était décidé d'aller à un code du numérique. Au vu donc de l'inexistence de tests dans un certain nombre de domaines d'activité du numérique, il s'est avéré fondamentalement nécessaire d'aller au code du numérique si la vision contenue dans le document, dans la déclaration de politique sectorielle devait être réalisée. Alors, lorsque il a été question de procéder à la rédaction du projet, un benchmark fut fait et cela nous permet de donner un aperçu rapide sur le cadre juridique régional et international qui a inspiré le législateur au moment de la rédaction, au moment donc de l'adoption du Code du numérique. Au plan régional, nous avons les directives de l'UEMOA relatives aux télécommunications qui dataient de 2006. Nous avions une série d'actes additionnels de la CEDEAO, ceux relatifs au secteur des télécommunications et TIC qui dataient de 2007, que le Bénin a signé. L'acte additionnel qui est relatif à la protection des données à caractère personnel, qui date de 2010. Sur les transactions électroniques 2010. Et en 2011, c'était une directive relative à la lutte contre la cybercriminalité que la CEDEAO a mis à la disposition des États membres. En 2014, à Malabo, les chefs d'État africains ont signé la convention, ont adopté et signé la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette convention, jusqu'à ce jour, n'est pas encore entrée en vigueur pour défaut du nombre d'instruments de ratification à déposer. Les dispositions de cette convention ont prévu qu'il faut le dépôt de 15 instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine pour qu'elle entre en vigueur. Cette convention a abordé les questions de transactions électroniques, de protection des données personnelles et de promotion de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Au plan international, il y a fondamentalement 3 instruments. La Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe,
il y a la Convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux et la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui ont été différents instruments ayant servi dans le benchmark afin donc de doter le Bénin du code du numérique. Ce code, comment est-il organisé et que contient-il? D'abord, quel est l'objet du code du numérique? Le code du numérique a pour objet de régir les activités qui relèvent des réseaux et services de communication électronique, les outils électroniques, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, la cybercriminalité et la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité. Ce code contient un livre préliminaire consacré à l'objet que nous venons de rappeler tantôt et aux définitions. Il est organisé en 7 livres et les 7 livres sont consacrés aux thématiques contenues dans l'objet, si rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire les questions de réseau, les services de communication électronique, les outils écrits électroniques, les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, enfin surtout les dispositions transitoires et finales. C'est un code qui est riche de 647 articles, dont 149 consacrés aux questions se rapportant à la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité, soit un peu plus de 20% du volume du code. Qu'est-ce que nous pouvons retenir lorsque nous allons passer à chaque livre? Le premier livre, nous faisons abstraction bien sûr du livre préliminaire qui porte sur les définitions et l'objet. Le premier livre consacré au réseau et communication électronique régit les activités de communication électronique réalisées par des sujets de droit. Il s'agit des personnes physiques ou des personnes morales qui remplissent des conditions d'exercice bien définies dans la loi. Ce livre précise les droits et les obligations qui sont à leur charge, en même temps qu'il prescrit des sanctions en cas de manquement aux règles prescrites. Il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui sont apparus dans le code. Lorsque nous devons comparer le code à la loi de 2014 sur les communications électroniques, auquel nous avons fait allusion précédemment. Ici, le législateur a mis des dispositions qui protègent les utilisateurs, des dispositions relatives à la protection de l'environnement. Sur la protection des utilisateurs, il y a un article expressément consacré à la protection contre les champs électromagnétiques et l'environnement non ionisant. Également, lorsque vous regardez les dispositions du livre premier, le rôle du ministère en charge des communications électroniques est expressément mentionné, notamment en ce qui concerne la réglementation dans le secteur. Venons-en au livre deuxième, qui est une innovation du Code du numérique. Autrement dit, c'était l'un des aspects qui n'était pas couvert par aucune législation et aucun acte réglementaire. C'est le livre deuxième consacré aux écrits et outils électroniques. Dans ce livre, il y a les questions liées aux écrits électroniques, à la signature électronique, au cachet électronique, à l'archivage électronique et à l'horodatage électronique, l'identification des sites Internet.
qui sont abordés. Ce qui a permis aujourd'hui de rendre valide l'écrit électronique, de lui donner la même valeur que l'écrit sur support papier. Ce qui permet aujourd'hui de faire la preuve lorsqu'on est dans un contentieux, lorsqu'on est devant les juridictions ou en cas de besoin par un écrit électronique. Aujourd'hui, à travers ce livre, il est possible de signer électroniquement la signature électronique de façon simpliste. C'est un mécanisme qui permet de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur. Le cachet électronique, qui est constitué de données électroniques logiquement associées à d'autres données électroniques, afin de garantir l'origine et l'intégrité du dit document. Outre le livre deuxième, il y a le livre troisième, qui est également une innovation que recèle le Code du numérique. Ce livre est important en ce sens qu'il régit les activités des prestataires de services de confiance électronique. Les questions soulevées au niveau donc du livre deuxième, signature électronique, cachet électronique, archivage électronique ou redatage électronique, ce sont des prestataires qui les accomplissent. Et ce livre est consacré à ces prestataires, le livre troisième. Et un élément majeur, c'est le principe qui est établi dans ce livre, c'est le principe de la liberté d'établissement. Donc, lorsque vous êtes prestataire de services de confiance et vous voulez vous établir au Bénin pour faire le job, vous êtes libre de vous établir. Il n'y a donc pas de barrière à l'entrée. Sauf exception, lorsqu'il s'agit de protéger le consommateur, lorsqu'il s'agit des questions liées à la protection de la santé publique ou des questions d'ordre public, c'est en ce moment-là qu'il est fait dérogation au principe de libre établissement et vous devez vous déclarer. Les prestataires de services de confiance sont soumis à un certain nombre d'obligations. Et l'une des obligations majeures, c'est de pouvoir les identifier. Autrement dit, il s'agit donc d'une société ou d'une personne physique, on doit pouvoir dire c'est la société dénommée tant, dont le siège est à tel niveau, qui dispose d'un régime de commerce et de crédit immobilier. Donc, tous les actes qui rentrent dans le cadre d'une société formelle. Également, ils doivent pouvoir sécuriser les données, aussi bien personnelles. Ils doivent garantir l'intégrité des données dans le cadre des prestations qu'ils fournissent. Et il leur est fait obligation de se soumettre aux audits et évaluations qui sont réalisés par l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance. Un organe sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, qui fait partie du cadre de gouvernance tracé par la loi portant Code du numérique. Lorsque un acteur, lorsqu'une personne, fût-elle une personne physique ou personne morale, en arrive donc à faire usurpation de qualité, donc ne remplit pas les conditions pour être un prestataire de services de confiance électronique, mais usurpe la qualité, le Code prévoit à son encontre une sanction. Que contient le livre quatrième consacré au commerce électronique? Je pense que tout un chacun de nous, ici dans ce webinaire, surtout avec le Covid, nous avons eu la chance où nous avons été obligés d'acheter en ligne. Avant l'avènement du Code du numérique, le Bénin n'avait pas de réglementation sur la question. Et donc, ce code, à travers le livre quatrième, a réglé
ce vide juridique, la question donc du vide qui existait, en faisant en sorte, en prescrivant les règles qui permettent donc de faire du commerce électronique sur les biens et les services à destination d'utilisateurs établis au Bénin ou ressortissants ou bien résidents au Bénin. Mais qu'est-ce qui ne peut pas faire partie de ce champ pour faire l'objet de commerce électronique? Le législateur en a excepté les jeux d'argent, donc loterie, paris, les questions de représentation et d'assistance en justice, les activités des notaires ne peuvent pas faire l'objet de commerce électronique. Donc, ne rentrent pas dans le champ du commerce électronique. Le livre sur le commerce électronique a également établi la responsabilité contractuelle, a prescrit des dispositions relatives aux publicités. Et fondamentalement, il faut noter que lorsqu'il s'agit donc d'une publicité en ligne, elle doit être marquée comme telle, ou il doit y avoir toutes sortes d'identifications permettant aux cyberacheteurs ou cybermarchands de savoir qu'il s'agit là d'une publicité. Les dispositions du livre 4e ont organisé la conclusion du contrat en ligne, de même que les questions de prospection directe. Sur la prospection directe, les prospections par automate sont interdites, sauf si préalablement il s'agit d'un même sujet ou d'un sujet analogue, où l'acheteur en ligne y a donné expressément son consentement. L'acheteur en ligne est également protégé, et notamment le consommateur, en ce sens où il a le droit de rétractation. Mais ce droit de rétractation connaît des limites. Lorsque j'achète en ligne une vidéo, j'achète en ligne une revue, un journal, je ne peux pas me rétracter. Ça, le législateur a dit non. Parce qu'en fait, vous avez déjà copié la vidéo ou vous avez déjà lu le journal. Et vous revenez maintenant renoncer à l'achat. Donc, tout ce qui rentre dans cette catégorie ne peut pas faire l'objet de rétractation de la part du consommateur. Par contre, les autres peuvent faire l'objet de rétractation. Un des livres les plus importants, c'est le livre 5e, qui encadre la protection des données à caractère personnel. De plus en plus aujourd'hui, nos données, noms, prénoms, empreintes sont de plus en plus collectées, traitées. Donc, le législateur ici a encadré les conditions dans lesquelles cette activité de collecte et de traitement des données doivent se réaliser. Et il est dit très clairement que celui dont les données, la personne dont les données personnelles sont collectées doit être informé de la collecte de ces données. Il doit également en savoir la finalité. Et ces choses constituent donc des obligations à la charge des responsables de traitement des données. Et les données collectées et traitées doivent être faites à ces fins précis. La finalité ne doit pas être détournée. Et lorsque nous comparons un peu le livre 5e sur la protection des données à caractère personnel à la loi de 2009 sur la protection des données à caractère personnel, il y a deux innovations majeures qui sautent à l'œil, qui frappent le lecteur. C'est que ici, la Commission nationale de l'informatique et des libertés
est devenue l'autorité de protection des données à caractère personnel. Elle n'est plus une commission. Lorsque vous ouvrez la Convention de Malabo ou l'acte additionnel de la CEDEAO, dont les dispositions sont transposées dans cette loi portant code du numérique, vous constaterez aisément que c'est d'une autorité nationale de protection des données personnelles que ces différents instruments régionaux ont parlé ou ont recommandé aux États donc, de mettre en place des autorités de protection. Ce qui justifie donc que le législateur ait fait le choix donc, de passer de la CNIL à l'autorité de protection des données à caractère personnel. La seconde innovation majeure qui apparaît, c'est la possibilité de transfert des données à caractère personnel vers des États tiers ou vers des organismes internationaux. Par ce temps de Covid, je crois savoir que des statistiques ont été faites par pays et envoyées aux représentations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ces genres de transfert de données, le législateur les a prévus. Et voilà pourquoi nous parlons d'innovation. Transfert de données personnelles du Bénin vers un État membre de la CEDEAO, le Sénégal, le Nigeria ou le Ghana, le législateur l'a prévu. Mais à spécifier les conditions dans lesquelles ce genre de transfert de données doit s'opérer. Il faut retenir sur cette question que le législateur a prescrit que cette donnée, le transfert de données vers des États tiers peut se faire lorsque l'autorité de protection des données à caractère personnel s'assure de conditions équivalentes aux conditions dans lesquelles les dites données sont traitées et stockées ici au Bénin. Le livre 6e qui porte sur la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité recèle les règles et modalités d'utilisation de la cryptologie. Et là également, vous êtes libre d'utiliser des moyens de cryptologie lorsqu'il s'agit exclusivement des fonctions d'authentification et de contrôle d'intégrité. Dans tous les autres cas, il est demandé de requérir un agrément préalable auprès de la commission de cryptologie. Relativement à la lutte contre la cybercriminalité, ce livre a établi des règles de droit matériel où nous pouvons parler des questions d'atteinte au réseau et au système d'information. À titre illustratif, c'est l'accès, le maintien illégal, les questions de falsification et de fraude informatique ou les atteintes à l'intégrité du système. C'est également l'atteinte aux personnes et aux biens. Et on peut citer pêle-mêle les questions de pédopornographie, de prostitution de mineurs, des atteintes aux personnes vulnérables, le viol, les harcèlements ou les fraudes aux cartes bancaires. Également des règles de procédure. Nous sommes dans un domaine où il faut investiguer, où il faut faire des enquêtes. En termes d'enquête, le Code du numérique a prévu des dispositions relatives aux injonctions de produits, des questions de perquisition, où il peut être demandé des copies de données. Il peut être fait des requêtes aux fins d'accès à des données numériques. Et sur les perquisitions, généralement, le législateur prévoit qu'il faille le consentement de la personne dont le matériel informatique ou l'outil informatique ou numérique devra faire l'objet de perquisition. Mais ce consentement n'est pas requis, ou ce consentement n'est requis que lorsque la peine encourue est inférieure à 5 ans d'emprisonnement. Dans
tous les autres cas, donc, à partir de 5 ans, votre consentement n'est plus requis. Les règles de compétence des juridictions béninoises sont également établies dans ce 6e livre relatif donc à la lutte contre la cybercriminalité, où il faut retenir que toute infraction commise par l'emploi ou en se servant d'outils TIC à l'endroit de dispositifs établis au Bénin ou contre des Béninois ou lorsque des Béninois sont en cause, nos juridictions béninoises sont compétentes pour connaître de ce genre de difficultés. Le dernier livre qui est consacré aux dispositions transitoires, au moment où le code intervenait, il y avait déjà des licences, notamment les licences pour les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs de téléphonie mobile qui sont en cours. Donc, tout ce qui était en cours, le législateur a décidé que cela demeure valide au moment de l'entrée et a défini un délai, une modalité de mise en conformité avec le nouveau cahier de charges qui dérive de ce code. Les mandats des organes tels que l'ACEP, l'APSUCEP, qui étaient en cours, sont également maintenus, ne sont donc pas remis en cause. Quel est le cadre de gouvernance retenu par le législateur dans le Code du numérique? Nous allons distinguer fondamentalement 2 types d'organes. Il y a les autorités administratives indépendantes. Nous voulons parler de l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, l'ACEP, et de l'autorité de protection des données à caractère personnel. L'ACEP est le régulateur relativement donc au réseau et communications électroniques. Nous avons les agences et organes sous tutelle. C'est l'APSUCEP, l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques de la Poste, qui s'occupe des questions donc d'accès et de services universels, qui est sous la tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation. Nous avons l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a en son sein la commission cryptologie, qui est sous la tutelle de la présidente de la République. Il y a également l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, qui est sous la tutelle du ministère en charge de la sécurité. Et il y a l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance, qui est sous la tutelle du ministère en charge du numérique et de la digitalisation. En conclusion, nous pouvons dire que le Code du numérique est un instrument juridique moderne dont le Bénin est le précurseur dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Ce code n'est pas, comme on l'entend généralement un peu partout dans la ville, une loi qui réduit l'espace de liberté, mais c'est un véritable outil de développement et une opportunité de création d'emplois, surtout pour ce qui est des prestations de services de confiance. Par rapport à tous les citoyens, c'est un véritable instrument de protection de la vie privée et de protection contre toute utilisation malveillante du numérique. Et nous pouvons enfin retenir que cette loi a contribué à moderniser le droit civil à travers la force probante, la preuve électronique, l'identité électronique, le droit commercial à travers cette disposition relative au commerce électronique, le droit pénal sur les questions donc, de criminalisation des infractions dans le domaine numérique, les investigations numériques. Chers participants à ce webinaire, voilà en somme les quelques idées que nous avons retenu de partager avec vous. Merci pour votre attention. Nous pourrions retourner la parole au modérateur si... Je suis avec vous, M. Adiaïgbe, je suis la 5/5. Vous avez la parole. Donc, les questions et les contributions. Merci, M. Adiaïgbe. Merci. D'accord. Merci, M. Adiaïgbe. Merci pour l'explication, pour les détails du code numérique, livre par livre. Je reviens qu'il y a six livres, hormis le premier livre qui donne les définitions.
Alors, nous allons passer rapidement à la phase de questions. Comme je le disais tantôt, vous avez deux possibilités de poser des questions. Soit vous les posez dans le chat et je me charge de les lire pour le modérateur, soit vous levez la main et on vous désigne, vous prenez le micro, vous posez directement votre question. Alors, il y a une première question, M. Adjaïbé. Il y a une première question qui demandait le code du numérique a prévu des procédures qui devaient l'accompagner. Mais jusque-là, est-ce que toutes les procédures ont été définies? Qu'en est-il? Où en sommes-nous avec les procédures applicatives qui devaient accompagner le code du numérique? Monsieur Djébé, vous pouvez répondre à la question. Répondre à cette question, je pense que le participant parle plutôt des mesures d'accompagnement du code du numérique. Il ne devrait pas s'agir des procédures. Et en l'occurrence, il me semble donc qu'il devrait être en train de parler beaucoup plus des tests d'application. Le code du numérique tel que nous l'avons aujourd'hui dans cette version, je pourrais dire que c'est la partie législative qui est d'ailleurs éditée, que vous pouvez avoir également au journal officiel et sous plusieurs formats. Il y a la partie réglementation qui n'est pas encore entièrement achevée. Je crois que c'est de ça que le participant parle. Nous avons une série, environ une centaine de tests d'application, toutes catégories confondues, décrets, arrêtés et semble-t-il décisions. Mais un bon nombre de ces tests est déjà adopté ou signé par les autorités compétentes. Il doit rester encore moins d'une vingtaine. Si mon décompte est exact, ne prenez pas en compte le chiffre, parce que je n'ai pas mis à jour mes statistiques. Tels que les travaux se déroulent sous l'égide donc du ministère du numérique, qui a la compétence et le lead en matière donc de réglementation, c'est prévu selon la feuille de route que d'ici la fin donc du premier trimestre 2021, les tests d'application restants soient adoptés, en tout cas soient disponibles, afin donc qu'on ait une nouvelle version du code du numérique qui recèle la partie législative et la partie réglementation. Donc c'est une question de temps. Je pourrais dire donc aux participants que le travail est en cours. Merci, M. Adjaïbé. Avant de vous poser une nouvelle question, je vais laisser... il y a un participant qui a comme sobriquet HP. Je voudrais lui donner le micro, mais avant de poser sa question, je voudrais lui demander de se présenter d'abord. Donc, je ne sais pas si c'est même monsieur ou c'est madame, mais HP, vous avez la parole. Est-ce que HP est avec nous? Alors, en attendant que monsieur ou madame HP nous reviennent, il y a madame Ariel qui a demandé que le code numérique a été révisé récemment, mais vous n'avez pas parlé de cela. Qu'en est-il de la version révisée? Oui, ça c'est une question dont nous n'avons pas parlé parce que nous n'avons pas encore le document promulgué. Et par précaution, nous préférons parler du test promulgué pour ne pas dire nous avons entendu dire ou nous avons ouï dire du Parlement. Par contre, ce qui nous est revenu, il ne s'est pas agi d'une modification du code qui est touché des dispositions autant fondamentales, mais ça nous semble-t-il, cette modification a touché le cadre de gouvernance, notamment
l'un des organes de l'ARCEP, le Conseil de régulation. Avant donc cette modification, la loi avait prévu 9 conseillers comme membres du Conseil de régulation. Ce nombre est réduit. À combien, nous ne saurions le dire parce que nous n'avons pas encore une version promulguée du test. Nous n'allons pas nous avancer sur le terrain. Nous pourrions dire que des choses dont nous sommes sûrs, des choses exactes. Également, il y a au niveau donc des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel, là également, il y a, semble-t-il, une réduction du nombre de conseillers, de commissaires à l'ARCEP, non, de conseillers à l'ARCEP, pardon, à l'APDP, pas l'ARCEP. Il y a aujourd'hui une scission au niveau donc du ministère qui était en temps jadis en charge de l'économie numérique et de la communication. Il nous semble qu'il y ait eu une reprécision par rapport donc au code du numérique pour qu'on comprenne ce qu'il faut entendre par ministère en charge des communications électroniques. Et tout cela dit, c'est sous réserve de ce que nous n'avons pas encore vu la version promulguée, surtout que il est possible que le chef de l'État, avant promulgation, demande une seconde lecture de la loi. Ne disons pas que le chef de l'État a demandé une seconde, mais dans les règles de procédure du droit parlementaire, c'est possible. Donc, voilà pourquoi nous voudrions plutôt attendre la promulgation du test avant d'en parler. Merci. Merci, M. Adjaïgbé, pour votre réponse. Mais il y a une question ici. Je préfère lire exactement ce qui a été écrit par le participant. Alors, je lis. Pour les professionnels des médias, le code du numérique est un instrument de liberticide, car contrairement au code de l'information, le code du numérique permet la prisonnalisation des délits de presse, ce qui est déjà proscrit dans le code de l'information. Votre commentaire? J'en ai fini, ça c'est la lecture. Okay. Autrement dit, qu'en pensez-vous de la question, M. Adjaïgbé? Ici, c'est une question suffisamment polémique et apparemment c'est un spécialiste, je suppose, donc, du domaine de la presse qui soulève la question, ou un sympathisant du domaine. Ils s'organisent suffisamment à travers leur faire tiers pour se faire entendre. Et donc, nous estimons que leur organisation et leur façon d'appréhender la question, au moment où elle aura convaincu ou aurait reçu l'écoute qui s'y est, il peut y avoir un point de vue qui rejoindrait la leur. Et c'est également toucher la question sensible de la dépénalisation des délits de presse. Et c'est une question qui varie, donc, qui est traitée en fonction des États. Et chaque État souverainement fait ses options. Et donc, nous ne lions pas à notre niveau le code de la loi portant code de l'information et le code du numérique. Voilà. D'accord, merci, monsieur. D'accord, merci, monsieur Adjaïgbé. Je disais tantôt merci. Alors, je pense que le débat est tellement intéressant que les gens posent assez de questions dans le chat. Donc, je vais me faire le devoir de vous les lire. Alors, une autre question. Peut-on, dans le contexte béninois, s'autoriser à collecter des données personnelles, nom, prénom, empreinte digitale, reconnaissance faciale,
de son personnel, etc., pour des questions de sécurité. Autrement dit, est-ce qu'on peut collecter des données à caractère personnel pour des raisons de sécurité dans une entreprise? Monsieur Diego, vous avez le micro. Oui, merci. La question de collecte et de traitement des données à caractère personnel requiert une déclaration préalable. Et c'est gratuit pour ce que nous savons auprès de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Lorsque quelqu'un doit accomplir ou doit le faire, il suffit de vous adresser à la PDP et le formulaire, là, ils vont vous le mettre à disposition. Le formulaire, pour ce que nous savons également disponible en ligne sur leur site. Vous remplissez, puis vous faites assister et vous êtes autorisé à faire la collecte et le traitement des données de votre personnel. Voilà ce que nous répondons de façon simple à la personne. Je vais profiter pour parler également des questions de vidéosurveillance parce que ça vient de, je ne sais pas, on va tomber peut-être sur un auditeur un participant qui en aurait parlé. Également, lorsque vous mettez votre bâtiment ou votre entreprise sous la vidéosurveillance, ça ne devra pas se faire à l'insu donc de soit des employés ou des autres. Vous allez, parce que vous, en ce moment, vous captez, vous enregistrez des données, vous enregistrez des images des personnes. Vous allez vous faire autoriser par la PDP à travers toujours la procédure de déclaration. La fiche de déclaration varie en fonction de l'activité que vous voulez faire. Pour plus de précision sur donc, la conduite, l'opérationnalisation, tous ceux qui sont dans le besoin peuvent s'adresser à la PDP pour avoir l'accompagnement requis. D'accord, merci M. Adjaïbé. Une autre question. Alors, M. Dessous demandait que le code du numérique a été relu la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière succincte les articles qui ont été retouchés et ce qu'ils apportent de nouveau par rapport aux anciens? Oui, je pense que nous pouvons passer sur cette question. Ça rejoint déjà une question précédente. D'accord. Alors, une autre question qui rejoint, une question qui rejoint celle que vous venez de répondre, mais par contre, aborde un aspect d'échange d'informations entre deux entreprises. Je lis la question, d'accord, pour voir le code du numérique sur la protection des données à caractère personnel. Si nous prenons le cas d'une entreprise qui revend ou qui donne à une autre entreprise sur un client sans l'accord de celui-ci, quelles sont les dispositions prévues par le code pour encadrer cette dérive? Monsieur Diagbé? Je n'ai pas encore saisi suffisamment. Est-ce que c'est revendre les données, c'est ça? Revendre ou échanger? Les données personnelles sont hors du champ du commerce. Vous ne pouvez pas collecter les données de vos abonnés ou de vos clients ou de vos utilisateurs, les vendre à une société ou à une entreprise X qui va s'en servir soit pour leur faire de la pub ou pour leur mettre à disposition des produits. Non, selon le code, les données personnelles sont hors du champ de commerce. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il est autorisé à une entreprise de fournir des données à caractère personnel à une autre sans l'autorisation de la personne ou sans l'autorisation du propriétaire qui est la personne concernée en fait? Déjà, la collecte des données, c'est dit clairement que vous devez connaître la finalité. Les données doivent être, vous devez consentir à ce que vos données soient collectées. Et il y a le principe de licéité de la collecte qui est fondamental. À votre insu, vos données ne peuvent pas être envoyées ou convoyées à quelqu'un qui ne vous a jamais dit « je collecte vos données à telle fin ».
où vous avez consenti. Mais attention, pour les questions de sûreté, pour les questions de sécurité, c'est autre dispositif. Lorsque pour des besoins d'enquête ou de recherche de délinquants, il faut envoyer des réquisitions à un opérateur pour mettre à la disposition des enquêteurs des données permettant de vous localiser ou de localiser le délinquant, c'est ouvert. Là, nous ne parlons plus de la même chose. Il n'y a pas d'interdiction à cela. Il y a là une question de sécurité, il y a là une question d'ordre public. C'est à dissocier. Monsieur Adjagbe, nous avions encore quelques questions. On va y aller très rapidement parce que le webinaire est prévu pour durer 1 heure de temps. Nous sommes en train de dépasser les 1 heure. Je suppose que les 5 minutes de retard que nous avions accusés au début, nous sommes en train de les rattraper. Donc, on va y aller très rapidement, si vous permettez. Il reste au moins encore 3 questions. Je vous les lis une par une. Nous apprenons, ça c'est joli la question, nous apprenons que dès le 1er janvier, la procédure de passation des marchés publics sera dématérialisée. Est-ce que la loi sur le e-commerce est déjà prête? Monsieur Djegbe? Nous avons déjà un livre du Code du numérique qui traite du commerce électronique. Dématérialiser la procédure, ça signifie quoi? Que vous n'avez plus besoin d'apporter du papier, des documents physiques vers une autorité contractante ou vers une PRMP. L'avis à manifestation d'intérêt ou le marché, c'est disponible en ligne sur un site et vous pouvez soumissionner en ligne. Et donc, son encadrement, il est robuste dans le code parce que on a parlé de la résilience dans le code, où les systèmes doivent permettre la disponibilité des données, les systèmes doivent permettre la confidentialité des données et leur intégrité. Cela veut dire quoi? Qu'on ne peut pas avoir en ligne un marché numéro ZZ concernant la fourniture de matériel qui va varier entre 2 instants ou entre 2 différents postes où les intéressés se seraient connectés. Dès lors, ça veut dire qu'il y a entrave à l'intégrité donc, du document posté, donc, ce qui n'est pas possible. Et là, nous pourrons profiter pour rassurer les gens que toutes les plateformes de l'État subissent toujours les tests de robustesse, les tests de sécurité de l'ANSSI avant le lancement. Donc, si une telle plateforme doit être rendue opérationnelle d'ici à là, c'est sûr que les experts de l'ANSSI, ils sont associés, ils sont en train de faire les tests qu'il faut pour protéger contre toute vulnérabilité. Merci, M. Adjaïgbe, pour le clin d'œil fait au BET-7 qui s'occupe de cette aide de sécurité. Alors, je passe rapidement à une autre question. Le code du numérique est une réalité, mais les utilisateurs de téléphones de point de vue volent. Comment le citoyen lambda peut-il bénéficier de ce code? Du point de vue vol? Oui. Vol de téléphone, en fait. Pour les vols de téléphone, comment le citoyen lambda peut bénéficier de ce code? Si j'ai bien compris la question. Non, le code a prévu une des dispositions, elle n'est pas dans mon esprit à l'instant, mais c'est dans le livre premier. Lorsque vous avez votre terminal qui est volé, vous allez faire votre déclaration de perte à la police. Et si également vous avez enregistré, vous avez crypté, vous avez les éléments tels que email et consorts, c'est au niveau donc de l'opérateur que ça se fait. Et en ce moment, lorsque quelqu'un d'autre qui l'a volé tente de l'utiliser ou d'y mettre une autre SIM, ça peut être, identifié. Mais c'est une question qui est éminemment technique. La façon dont elle se fait, c'est technique. Mais il y a une des dispositions du code dans le livre premier
qui prévoit la protection donc, des utilisateurs contre les vols de tels. D'accord, merci M. Adjaïgbe. Une autre question, le temps est en train de partir, on ira très très vite. Une autre question, hein. On constate la montée effrénée de la monnaie digitale. La publicité se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux. Que prévoit le code du numérique pour encadrer cela? Autrement dit, aujourd'hui, on constate beaucoup plus de publicité sur les réseaux sociaux. Est-ce que le code du numérique a prévu des dispositions pour encadrer ces publicités? Beaucoup de sur les réseaux sociaux, pardon, beaucoup de... je relis la question. Hein. On constate la montée effrénée de la monnaie digitale. La publicité se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux. Que prévoit le code du numérique pour encadrer cela? Ah, la publicité. Oui, sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Le sponsoring des visuels que les gens posent, des vidéos, beaucoup de publicités se font sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que le code numérique a encadré ces communications-là sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, ce qui me vient à l'esprit tout de suite sur le code, c'est l'article 550, si mon souvenir est exact. Je le dis comme ça date de 550, alinéa 2 ou alinéa 3. C'est là que vous avez l'encadrement des réseaux sociaux dans le code du numérique. En fait, ça protège les personnes qui sont potentiellement victimes d'abus sur les réseaux sociaux. Tout genre d'abus, j'allais dire. Maintenant, sur la question de la monnaie virtuelle, il faut questionner beaucoup plus, je crois, le règlement 15 de l'UEMOA. Je ne l'ai pas actualisé, mais il y a quand même un règlement de l'UEMOA sous l'égide de la Banque centrale de la BCEAO qui règle la question donc, des monnaies électroniques. Étant un règlement, c'est d'application immédiate dans les États membres de l'UEMOA. On a besoin de passer à une transposition, soit en allant vers un décret ou vers un arrêté ou vers une loi. Est-ce que nous pouvons répondre à l'intéressé? Alors, je voudrais présenter toutes nos excuses aux participants, surtout ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas pu lire à l'animateur. Il y a tellement de questions, mais il reste deux. Je vais les poser rapidement. Adjaïgbe, il y a un participant qui demande, je lis la question exactement. Au tribunal, certains disent que leur page a été piratée et les libèrent. Ils sont libérés alors qu'ils sont poursuivis pour diffamation. Est-ce une bonne protection? Il a dit, c'est sûr que si je comprends bien l'esprit de la question, certaines personnes sont interpellées devant la justice, mais pour se défendre, ils disent que c'est parce que leurs pages ont été piratées. Est-ce qu'on peut parler d'une protection dans ces conditions? Ce genre de questions embarrasse souvent pour y répondre parce que nous n'avons pas toutes les données. Et vous savez bien, vous modérateurs au BJ7, que nous avons quand même une unité d'investigation numérique qui accompagne les acteurs de la justice. Et lorsque les preuves sont établies, mises à la disposition des enquêteurs dans les procédures, formellement, il n'y a pas d'échappatoire. Alors, puisque la preuve est la rançon du droit, si on a dû libérer quelqu'un, c'est sûr qu'il y a insuffisance de preuves. Mais nous n'avons vraiment pas tous les éléments pour apprécier. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose ou que la démonstration ou la preuve n'a pas emporté la conviction du juge ou n'a pas été conforme à la procédure. Bon, autant d'éléments. Mais nous allons profiter pour faire savoir aux gens que de plus en plus des magistrats sont formés sur la question du numérique, sur les questions donc de droit du numérique. Et
En juillet dernier, nous avons, via l'ANSSI avec son partenaire, fait une session avec une vingtaine de juges émanant de toutes les juridictions qui Port-Nouveau, Cotonou, Abomey, que sais-je encore. Donc, il ne s'agit pas de juges qui ne s'y connaissent pas ou de juridictions qui ne s'y connaissent pas sur les questions du numérique. C'est ce que nous pouvons dire. Merci, M. Adjaïgbé. Il est exactement 17h10. Je ne veux pas abuser du temps, je ne veux pas abuser de la disponibilité des participants. Nous présentons encore une fois nos excuses aux participants qui ont posé des questions mais qui n'ont pas pu trouver d'éléments de réponse ou qui n'ont pas été traités. Alors, nous allons devoir mettre fin à ce webinaire. Je tiens à remercier M. Adjaïgbé qui a échangé avec nous, qui a partagé avec nous sur le thème « Le code du numérique que retenir ». Il a abordé les 6 livres du code du numérique. Qu'est-ce qu'il faut retenir par livre? Plusieurs questions ont été posées par les participants, des questions très, très intéressantes. Des questions très, très intéressantes qui ont abordé plusieurs aspects du code du numérique. Je tiens à vous remercier, chers participants, vous qui avez encore répondu présent à ce rendez-vous. Ce sera le dernier webinaire de l'ANSSI de l'année 2020. Nous allons nous retrouver en 2021 avec de nouveaux thèmes, de nouveaux webinaires qui sont encore plus intéressants. Mais par contre, avant de vous dire au revoir, je tiens à rappeler que les questions qui n'ont pas eu de réponse, nous allons laisser vos emails ou contactez-nous par email. J'ai laissé notre contact dans le chat, c'est contact@ansi.bg. Envoyez-nous un message par email, par courriel. Nous allons faire le devoir de répondre à vos questions également par courriel. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à M. Adjaïgbé, Rodolphe. Merci, chers participants. Et au revoir. Si on ne se retrouve plus, bonne année et à l'année prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye.